C'est peut-être le jeu le plus simple sur cette planète. On a besoin de si peu de choses. Un ballon, un espace pour jouer, et cet état d'esprit si particulier. Cette joie de vivre. Cette volonté de briller. Ces enfants jouent ici chaque jour, sur ce terrain vague poussiéreux. Et ils rêvent. Ils rêvent de briller un jour dans ce palais qui s'est dressé à l'horizon. Pendant 31 jours de l'été 2010, l'Afrique du Sud a été le centre du monde. 32 équipes de tous les continents, soutenues par des milliers de supporters passionnés, se sont retrouvées ici, dans un pays à l'histoire tumultueuse et à l'avenir prometteur, où chaque nouvelle journée est une chance de se délivrer du passé. Tous sont venus pour ce jeu si simple. Ils sont venus jouer, ils sont venus s'enthousiasmer, ils sont venus rêver. Et ce jeu si simple ne les a pas laissés tomber. Boateng! Au Gilles du pied gauche, c'est superbe! Bradley! Les Américains y ont cru jusqu'au bout! But de Müller, quel début de match pour l'Allemagne! Comment peut-on marquer d'un angle aussi fermé? Attention! C'est fini pour l'Italie! Il a tenté la frappe et elle est au fond! Luis Fabiano, superbe action personnelle, c'est magnifique! À l'été 2010, les palais à l'horizon se sont mis à vibrer. Des rêves nés de la poussière ont été exaucés. C'est un jeu si simple, un jeu si beau. C'est la Coupe du Monde de la FIFA 2010. People of the world, welcome to Soccer City. Avant même le premier tir, le premier but, la première victoire et la première défaite, c'est une grande fête qui a ouvert la Coupe du Monde 2010. La sélection locale s'apprête à disputer le match d'ouverture. Mais avant le coup d'envoi, la nation organisatrice nous en met plein la vue avec une cérémonie riche en traditions et en couleurs. Cette compétition qui s'annonce acharnée revêt une importance colossale pour les Sud-Africains. C'est un événement qui a uni tout un peuple, parce que des Blancs portaient pour la première fois le maillot de l'équipe nationale. En temps normal, ils ne s'intéressent pas vraiment au foot. Les Blancs préfèrent le rugby ou le cricket, et les Noirs le foot. Mais il y avait une telle euphorie que ce clivage a disparu. Il y avait une vraie joie d'être ensemble. Tout le monde se sentait impliqué, dans les grandes villes, mais aussi dans les campagnes. Il fallait qu'on soit les meilleurs hôtes de l'histoire. Ce qu'on voulait, ce n'était pas seulement montrer du football. On voulait que les gens sortent, qu'ils fassent la fête, qu'ils découvrent nos traditions, notre nourriture, nos paysages. C'est ça qui comptait. Le pays n'a jamais connu une telle ferveur. Ça a permis aux Sud-Africains de se rapprocher, mais aussi à tous les Africains. Les regards du monde entier se sont tournés vers l'Afrique. Le 11 juin à 16h à Johannesburg, les Bafana Bafana pénètrent sur la pelouse du Soccer City dans un vacarme assourdissant. Toute une nation les attend. Toute une nation croit en eux. Ces 23 jeunes joueurs portent sur leurs épaules les espoirs de tout un peuple. Le problème, c'est que cette équipe d'Afrique du Sud était peut-être la plus faible depuis la fin de l'apartheid. Et pourtant, il y avait un tel enthousiasme, un tel amour pour ces joueurs. C'était incroyable. On a eu droit à 3 jours de vuvuzela sans
Le bourdonnement incessant des vuvuzelas sera le tube de ce tournoi. Que vous aimiez ça ou pas, il faudra bien vous y faire. Il y avait des milliers de personnes dans les rues qui soufflaient dans des vuvuzelas toute la journée. Je me souviens de toute cette émotion, de l'atmosphère qui régnait avant ce match. Tout le monde était survolté. On n'arrivait pas à croire que la Coupe du Monde était là. Quand l'équipe est entrée sur le terrain, j'avais la chair de poule. On était déchaînés. Tout le stade était survolté. Il y avait une telle énergie. Il ne restait plus qu'à s'imprégner de toute cette atmosphère. Le rideau se lève, que le spectacle commence. Après plus de 800 matchs de qualification, auxquels ont participé plus de 200 pays, nous y sommes enfin. La première des 64 rencontres de cette Coupe du Monde 2010. Une Coupe du Monde d'une nouvelle dimension. Tacle de Toala évité par Dorado. Aguilar, première menace sur le but des Bafana. Quelle occasion! Une défense héroïque empêche les Mexicains d'ouvrir le score dès la 2e minute. Dès le début du match, le Mexique montre qu'il ne se laissera pas impressionner par l'ambiance. Et pendant toute la première mi-temps, les Sud-Africains vont passer plusieurs fois près de la correctionnelle. Mais le gardien Itumeleng Khune va systématiquement s'interposer face aux attaquants mexicains. Accélération de Dos Santos. Contre intéressant pour le Mexique. Dos Santos! C'est la mi-temps et on a vu une première période passionnante pour ce match d'ouverture de la Coupe du Monde 2010. La première mi-temps a été marquée par la domination mexicaine. Mais au retour des vestiaires, les choses changent. Ce sont les Bafana qui prennent le jeu à leur compte. Ils passent une première fois tout près du bonheur. Mais la deuxième tentative sera la bonne. Les Sud-Africains sont solides sur le plan défensif. Et attention à ce contre. Frappe de Tshabalala. But de Sifiwe Tshabalala et décollage pour l'Afrique du Sud 2010. C'était le but rêvé pour lancer cette Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et il était inscrit par un des meilleurs joueurs du pays. Le stade a explosé. On voyait des Blancs sauter dans les bras des Noirs. Des gens pleuraient. Je n'imagine même pas ce qui s'est passé dans les townships. Ça a dû être une fête gigantesque. C'était incroyable et c'était parfait pour débuter le tournoi. Tshabalala ne s'est pas démonté, c'est un véritable boulet de canon. Quelle contre-attaque dévastatrice. Et la réponse des Mexicains ne va sûrement pas tarder. Attention, il y a 5 Mexicains dans la surface. Il n'y a pas en jeu. Égalisation. But signé Rafael Marquez pour le Mexique. La fête est interrompue. Le Mexique poussait depuis un moment et c'est leur joueur le plus connu et le plus influent qui vient d'égaliser. Il a calmement trompé Khune. We're in the 90th minute. And Mpela giving chase 90e minute de jeu. It's a real chance for South Percée de Mpela. Grosse occasion pour l'Afrique du Sud. Les derniers espoirs sud-africains de remporter ce match viennent peut-être de s'envoler. C'est fini. Le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2010 se termine sur un score nul. Katlego Mpela vient de rater l'occasion de sa vie.
Il a trouvé le poteau en toute fin de match. Ce but aurait permis à l'Afrique du Sud de fêter une victoire historique. On savait que le plus important, c'était de remporter ce premier match. On peut parler de la qualité de nos joueurs, mais ce n'était pas ça le plus important. Le plus important, c'était l'état d'esprit de l'équipe. On ne peut pas être plus motivé qu'en jouant devant son propre public. Les Sud-Africains étaient tellement enthousiastes. Et c'était contagieux parce qu'on voulait nous aussi que l'Afrique du Sud l'emporte. On voulait qu'ils connaissent cette euphorie, cette vague d'émotions. C'était une excellente manière de débuter cette Coupe du Monde. Ça a véritablement lancé le tournoi. Alors que le match d'ouverture de la Coupe du Monde a été à la hauteur de toutes les attentes, on se prépare à vivre d'autres moments forts dans ce premier tour. Les 32 équipes vont s'affronter avec comme unique but de se qualifier pour les huitièmes de finale. Des pays de toutes les tailles, que ce soit les grands favoris comme les petits poussets, tous chercheront à rester en vie dans un tournoi où les surprises sont légion. Pendant cette phase de groupe, on a vu une équipe d'Argentine dominatrice. C'est retour vers le futur pour l'Argentine et Diego Maradona. Il retrouve quelques vieux ennemis dans ce groupe B. En arrivant en sélection, Maradona a redonné beaucoup de confiance à ses joueurs. Il prenait tout le monde dans ses bras, il mettait ses joueurs à l'aise. Et ils avaient clairement le potentiel pour développer un football offensif et spectaculaire. C'est Diego. Et quand on parle de Diego, on est au-delà de toute logique. Les hommes n'ont pas la même logique que les dieux. Nouvelle percée de Messi. Quelle envolée de Messi. Et Higuaín n'a pas pu conclure. Odia, quelle mauvaise relance. Tevez, comment peut-on faire de tels cadeaux? Messi. Première alerte pour Enyama et bel arrêt. Corner tiré par Veron. Et but de Gabi Heinze. L'Argentine démarre en trombe. Messi à nouveau, quelle percée. Messi est en forme et quand Messi est en forme et que vous défendez sur lui, vous n'avez pas fini de souffrir. Nouvelle parade d'Enyama, auteur d'un match exceptionnel. Si l'Argentine ne fait pas exploser le tableau des scores, c'est bien grâce au match quasi parfait de Vincent Enyama. Mais le but inscrit en début de match suffit pour l'emporter et la formation de Maradona débute le tournoi par une victoire. C'est terminé. Argentine 1, Nigeria 0. Il y avait des rencontres improbables lors de la première semaine. Le Brésil affrontait la Corée du Nord. C'était du jamais vu. Personne ne connaissait les joueurs nord-coréens. Ils ne s'étaient pas qualifiés depuis 1966. Brésil-Corée du Nord, c'est un peu le choc des extrêmes. Elano pour Maicon qui frappe. Elano. 4 Brésiliens dans la surface. Maicon tente sa chance. Kaka pour Robinho qui n'est pas en jeu. Superbe occasion pour le Brésil. Et la frappe de Robinho passe loin du cadre. Grosse surprise à la mi-temps. Le score est nul et vierge. Mais 10 minutes après la pause, la Seleção se réveille avec un coup de génie typiquement brésilien. Elano pour Maicon qui tire et but. C'est fabuleux. Comment peut-on marquer d'un angle aussi fermé? Les Brésiliens ouvrent le score de la plus belle des manières. Robinho dans le trou pour Elano pour doubler la mise. Et c'est fait. La Corée du Nord a la tête sous l'eau et c'est sûrement le but de la victoire. Mais les Nord-Coréens ont encore du souffle. Oh oui, superbe but! Le but de Ji Yoon Nam dans les dernières secondes ne suffira toutefois pas.
Et le Brésil et son palmarès de géant en Coupe du Monde se contentent d'une victoire 2-1 dans le premier match du groupe G. Avant le début de la compétition, je savais que les Pays-Bas iraient loin. C'était clairement un outsider, mais je les voyais bien aller au bout parce qu'ils avaient été formidables lors des Euros précédents. Ils avaient remporté tous leurs matchs en éliminatoire. Aucun autre pays n'avait réussi un tel parcours. En plus, ils avaient un vrai collectif, ce qui est assez rare en Coupe du Monde. Comme lors de tous les grands tournois, les Pays-Bas sont attendus au tournant et ce groupe E ne devrait pas être insurmontable pour une équipe dont le potentiel offensif est parmi les tout meilleurs. Mais alors que leur buteur Arjen Robben se remet de sa blessure sur le banc des remplaçants, les Néerlandais peinent en début de match. Mais après la pause, la chance va sourire aux Oranges. Van Persie. Keita est là, mais c'est un but contre son camp! Incroyable! Les Hollandais, qui n'avaient pas su conclure en première période, y parviennent dès le retour des vestiaires. Si les Oranges manquent de précision, ils compensent avec une détermination et une combativité impressionnantes. Et à la 85e minute, le ballon va à nouveau rebondir dans la bonne direction. Artelay pour Elia, qui va doubler la mise. Poteau! Mais Keita a suivi! Les Pays-Bas remportent leur premier match. Les Danois viennent de se faire punir par Doc Keita. Les Allemands ont joué en contre-attaque. Ils l'ont fait parfaitement bien. Mais ils se sont contentés d'attendre et de placer des contres. Chipperfield perd à nouveau le ballon. Ozil, bonne passe. Miroslav Klose qui tire. Arrêt de Schwarzer et reprise de Müller. Ozil pour Müller. Müller pour Klose. Frappe de Podolski. But de Luka Podolski pour l'Allemagne. Lame à nouveau pour le centre. Klose qui s'élève et but. Encore un but en Coupe du Monde pour Miroslav Klose. 11e but. Luka Podolski pour Müller. Thomas Müller qui crochette, qui frappe et 3e but pour l'Allemagne. Thomas Müller qui inscrit son premier but lors de sa 3e sélection. 3e but et 3 points pour l'Allemagne. Badstuber pour Ozil, Ozil pour Kakao. 4e but pour l'Allemagne. Les Allemands survolent leur premier match du tournoi. Les Espagnols ont fait un choix très intelligent. Ils ont choisi un style de jeu en se disant « On n'a pas les qualités physiques pour jouer autrement. On va donc monopoliser le ballon. » Et cette tactique devrait nous réussir. Sepp Herberger, le légendaire entraîneur allemand, avait dit « Les gens vont voir les matchs de foot parce qu'on ne peut jamais prévoir le résultat. » Ce qu'il voulait dire, c'est que très souvent, ce n'est pas la meilleure équipe qui gagne. Les Suisses donnent le coup d'envoi et les favoris entrent en lice. Beaucoup voient l'Espagne remporter leur première Coupe du Monde. Ils sont champions d'Europe en titre. Nkoufo est à l'attaque, mais ce sera un coup franc pour l'Espagne. Les Espagnols champions d'Europe en 2008 sont les derniers à entrer dans le tournoi. Et ils débutent leur quête d'une première Coupe du Monde. Les Ibériques dominent outrageusement la première mi-temps. Et même s'ils ne parviennent pas à ouvrir la marque, la vague rouge déferle aussi bien dans les tribunes que sur le terrain. Silva pour Villa, superbe mouvement des Espagnols. David Villa réussit à passer. Trop long pour Xavi. Le ballon revient sur les pieds d'Iniesta. Piqué n'est pas hors jeu.
Bon arrêt de Benaglio, première véritable occasion pour l'Espagne et belle intervention du gardien suisse. L'équipe espagnole est remplie de joueurs de classe mondiale. Mais les Suisses ont pris confiance en gardant leur but inviolé en première mi-temps. Et peu après, le premier coup de tonnerre va retentir sur cette Coupe du Monde. Blaise Nkoufo, le ballon arrive dans les pieds de Derdiok, sortie de Casillas et Fernandez. Nelson Fernandez marque pour la Suisse. Les favoris de cette Coupe du Monde sont menés 1-0 contre la Suisse. L'Espagne tombe de haut et la Suisse tient le bon bout. 6 mètres tirés par Benaglio et Howard Webb sifflent la fin du match. C'est la plus grosse surprise depuis le début de la Coupe du Monde 2010. Le favori de la compétition, l'Espagne, est battu par la Suisse. Une des plus grosses surprises de l'histoire de la Coupe du Monde. Score final à Durban. Espagne 0, Suisse 1. Alors que débute la deuxième semaine du tournoi, on commence à évaluer les forces en présence. Alors que les grandes puissances du foot se frottent à leurs prétendants, chacun ne rêve que d'une chose, se qualifier coûte que coûte pour le deuxième tour de la compétition. La première sensation de cette Coupe du Monde est l'échec retentissant du champion en titre, l'Italie, qui ne remporte pas la moindre rencontre lors du premier tour et se retrouve éliminé au troisième match après une défaite 3-2 contre la Slovaquie. Vitek! Doublé pour l'attaquant slovaque et c'est l'humiliation pour les champions du monde en titre. Même dans leurs rêves les plus fous, les Slovaques n'auraient jamais rêvé se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Le champion en titre, l'Italie, est éliminé. D'autres poids lourds, comme la France, l'Angleterre et le Portugal, quittent également le tournoi plus tôt que prévu. Aucune équipe n'a remporté la Coupe du Monde après avoir perdu son premier match. Mais l'Espagne rebondit avec une victoire 2-0 sur le Honduras grâce à un doublé de celui qu'on surnomme El Guarré, le gamin. David Villa. Double contact, c'est super, but exceptionnel! Ça, c'est l'équipe d'Espagne qu'on connaît. Et c'est le David Villa qu'on connaît. Pendant ce temps, l'Argentine se balade dans le groupe B, pour le plus grand bonheur de Diego Maradona, qui voit Gonzalo Higuaín inscrire le premier triplé en Coupe du Monde depuis 2002. Higuaín pour le coup du chapeau, ça y est! L'Argentine peut déjà se vanter d'être qualifiée pour les huitièmes de finale. Et puis il y a les Pays-Bas qui ne pratiquent pas vraiment le football flamboyant auquel ils ont habitué leurs supporters. Toutefois, contre le Japon, ils trouvent le chemin des filets et celui de la qualification. Villette est dans la surface, le ballon est repoussé. Schneider! Le match se réveille avec ce missile de Wesley Schneider. Quelle frappe et quel but pour les Pays-Bas! Alors que la compétition bat son plein, on ne peut s'empêcher de suivre le destin passionnant des 6 sélections africaines engagées. Si la plus faible semble être l'Afrique du Sud, la plus forte est la Côte d'Ivoire. Mais les éléphants sont non seulement confrontés à l'attente de tout un peuple, mais aussi à un groupe que l'on surnomme déjà le groupe de la mort. Ballon pour Robinho. Luis Fabiano, Kaka, il est passé, et but de Luis Fabiano. Le Brésil ouvre la marque. Luis Fabiano, superbe action personnelle, c'est magnifique. C'est pour l'instant le plus beau but du tournoi pour Luis Fabiano, c'est magique. Du grand Luis Fabiano, du grand Brésil. Contre du Brésil avec Kaka. C'est peut-être le troisième but. Eh oui, but d'Elano.
Le Brésil nous régale. Et ce match est en train d'échapper à la Côte d'Ivoire. En fin de match, les éléphants vont sauver l'honneur grâce à un coup de tête d'un des plus grands joueurs africains de tous les temps. Yaya Touré. Drogba s'est démarqué, il est tout seul et il marque. Le Brésil attendait qu'un drapeau se lève, mais il n'y a pas hors-jeu. Petit lot de consolation pour les Ivoiriens. Stéphane Lannoy siffle la fin du match. Le Brésil a rempli son contrat. Didier Drogba a donné un mince espoir aux Ivoiriens avec son premier but dans cette Coupe du Monde, mais ça n'aura pas suffi. Score final au Soccer City, Brésil 3, Côte d'Ivoire 1. Autre équipe africaine en difficulté en Afrique du Sud, le Nigeria. Pour se qualifier, il leur faut impérativement remporter leur dernier match contre la Corée du Sud. Odia qui déborde sur l'aile droite. Bon centre pour Kalouche. Les Super Eagles prennent la tête avec ce deuxième but de Kalouche dans cette Coupe du Monde 2010. Ce but en début de match semble être de bon augure pour les Nigérians, mais ils ne parviennent pas à conserver leur avantage jusqu'à la pause. Lee Sung-young pour le coup franc. C'est bien tiré. Un partout. La Corée du Sud égalise et deuxième but en Coupe du Monde pour Lee Jung-soo. Park Chu-young pour le coup franc. Alors que la Corée était menée et potentiellement éliminée, les Coréens mènent maintenant 2-1. Ils ont maintenant un pied en huitième de finale. Obasi s'effondre au pénalty. Carton jaune pour Kim Namil et pénalty pour le Nigeria. C'est Yakubu, le capitaine, qui a l'opportunité d'égaliser et de redonner l'espoir au Nigeria dans cette Coupe du Monde. Tous les regards sont tournés vers Yakubu. Il s'élance et il transforme son pénalty. Le Nigeria peut encore se qualifier. Quel match passionnant ici à Durban. 2 buts partout et le Nigeria n'est pas encore éliminé de cette Coupe du Monde 2010. Mais ce but du capitaine nigérian ne suffira pas. L'arbitre regarde sa montre et siffle à la fin du match. La Corée entre dans l'histoire. Ce match nul permet à la Corée du Sud de se qualifier pour le deuxième tour pour la première fois hors de cette ère. Sur le terrain et en dehors, les Africains sont inconsolables. Ils sentent qu'une opportunité a été gâchée. J'étais déçu. On s'était dit que c'était une occasion unique de montrer au monde le talent de nos joueurs. On jouait à domicile et ça devait être la Coupe du Monde de l'Afrique. C'est très difficile parce que même si beaucoup de joueurs africains jouent dans des grands clubs européens, ça reste compliqué de créer un vrai collectif. Ils font constamment venir des entraîneurs étrangers, ce qui crée pas mal de tensions. C'est pour ça que les équipes africaines peinent en Coupe du Monde. Alors que 5 sélections africaines sont passées à la trappe, le Ghana reste seul en course. Une formation combative qui a séduit le public sud-africain, qui a fait des Black Stars leur nouveau chouchou. Que vous soyez noir ou blanc, si vous êtes africain, vous vous devez de supporter cette équipe. Alors, on a soutenu le Ghana. Nous, on s'appelle les Bafana Bafana et on les a surnommés les Bagana Bagana. On a adopté le Ghana parce qu'ils ont été formidables. Prochain adversaire du Ghana, les États-Unis. Des Américains qui auront fait vivre à leurs supporters des moments inoubliables. Mais à Rustenburg, le soutien du public africain va permettre aux Ghanéens de se dépasser et de battre les USA pour retrouver en quart de finale un autre outsider, la Céleste uruguayenne. Le rouge, le jaune et le vert sont les couleurs dominantes dans le Soccer City ce soir. On a aperçu quelques rares supporters uruguayens.
Ces deux équipes savent qu'elles peuvent réaliser quelque chose d'exceptionnel dans une Coupe du Monde 2010 qui n'aura pas manqué de surprises. Tout d'abord, c'était un match formidable, un des meilleurs de cette Coupe du Monde. C'est une page d'histoire qui s'écrit à Soccer City. Toute l'Afrique rêve d'une place en demi-finale. C'est un scénario que seul le foot peut nous offrir. Parce que si vous écriviez un tel scénario pour un film ou un livre, les gens vous diraient « ce n'est pas réaliste ». Mais en foot, ce genre de choses arrive. Le dénouement de ce match, on ne l'oubliera jamais. Intervention de Vorsa, mais Suarez conserve le ballon. Bonne frappe et première intervention de la soirée pour Kingston sans aucun souci. Coup franc pour l'Uruguay et Kingston repousse difficilement. Corner pour le Ghana. Et tête de Forza. Ballon pour Asamoah. Il cherche la tête de Muntari. Centre d'Inkoum pour Boateng. Si elle avait été dedans, on aurait revu ce geste des milliers de fois. Les occasions franches se succèdent lors de cette première mi-temps, mais personne ne parvient à faire trembler les filets. Jusqu'à ce geste exceptionnel. Muntari décoche une frappe. Fabuleux! Le but que tout le Ghana attendait. Le but dont toute l'Afrique rêvait. Et quel but! Celui qui a failli être expulsé de la sélection fait vibrer tout un continent. On ne pouvait pas espérer mieux pour conclure cette mi-temps à Soccer City que ce but de Solé Muntari. L'Uruguay avait survolé la première demi-heure, mais tout à coup, ce sont les Ghanéens qui ont multiplié les occasions jusqu'à cette ouverture du score. Quand le match reprend, le public semble être submergé par l'émotion. Une mi-temps, 45 minutes, sépare les Black Stars d'une place dans l'histoire. Mais ils doivent d'abord repousser les assauts d'une équipe uruguayenne qui va attaquer sans répit. Forlan va-t-il réussir à trouver un partenaire? Il faut qu'il la place juste devant le but. Il a tenté la frappe et elle est au fond. Quelle réponse des Uruguayens! Une frappe vraiment remarquable. Et le troisième but de Diego Forlan dans le tournoi. Il fait taire le public et relance le match. Et quelques instants plus tard, l'autre star uruguayenne manque de peu de doubler la mise. La tension est maintenant à son comble. Et chacun sait qu'un but serait synonyme de billet pour les demi-finales. Rien n'a pu départager ces équipes en 90 minutes. On se dirige vers la prolongation après un quart de finale mémorable et 2 buts magnifiques. On va disputer 30 minutes supplémentaires. Uruguay 1, Ghana 1. Pendant la prolongation, les deux équipes se procurent des occasions franches, mais personne ne parvient à conclure. Jusqu'à ce que le Ghana obtienne un coup franc à quelques secondes de la fin. Ce qui va déclencher la série d'événements la plus improbable de l'histoire de la Coupe du Monde. Coup franc tiré par Pansel. Mauvaise sortie de Muslera. Incroyable et c'est une main. Il y a main. Le ballon a forcément été repoussé de la main.
C'est vraiment impensable. C'est une fin de rencontre inimaginable. C'est un match fou. Luis Suarez est expulsé en toute fin de match. Il y avait but sur cette action, mais Suarez l'a arrêté de la main. C'est incroyable. On revoit l'action, le ballon est repoussé par le gardien. Juste devant Mensah. Et voilà le coup de tête qui va être arrêté de la main. Le Ghana va peut-être l'emporter grâce à un penalty. Asamoah Gyan se prépare pour le tir le plus important de sa vie. Le stade est prêt à exploser. Oh, c'est pas possible! C'est pas possible! Personne n'a jamais été aussi proche de faire entrer son pays dans l'histoire. Mais c'est un échec. C'est vraiment un manque de chance. Il lui manquait 10 cm, peut-être moins que ça. Il avait bien frappé. Ce n'est pas le gardien qui a arrêté le ballon. C'est son tir qui a heurté la barre. Ce qui me semble encore plus fou, c'est qu'il va participer à la séance de tir au but. On aurait pu penser que c'était la dernière personne qu'il fallait choisir pour ça. On se souvient de le voir effondré, presque en larmes après ce pénalty raté. On se disait, l'entraîneur ne va jamais le laisser tirer. Que nous réserve Asamoah Gyan. Quel courage! Quelle leçon de courage de la part de Gyan! Il a dû sacrément gamberger avant de tirer une deuxième fois. Ça devait arriver. Vizderam fait taire tout le stade de Soccer City. Maxi Pereira s'élance. Frappe complètement manquée. Ça passe largement au-dessus. Le Ghana revient dans la course. Adia, qui avait marqué en finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et parade de Muslera. Sébastien Abreu peut envoyer l'Uruguay en demi-finale de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1970. Il fallait oser, quel culot! Sébastien Abreu met fin au rêve africain et offre à l'Uruguay sa première demi-finale de Coupe du Monde depuis 40 ans. À qui appartient une Coupe du Monde? Au pays organisateur? À tout un continent et à sa fierté? Ou est-ce que ce tournoi appartient à tout le monde? À toutes les équipes? À tous les joueurs? À tous ceux qui regardent ces matchs et qui plongent dans ce tourbillon d'émotions? Le 3 juillet 2010 à Soccer City, les Black Stars du Ghana ont beau avoir échoué de peu sur le terrain, le monde les a vus s'incliner avec dignité. Et cela reste une grande victoire pour l'Afrique. Une victoire pour avoir apporté de la fierté à tout un continent. Pour avoir organisé un événement majeur et pour avoir accueilli des peuples du monde entier. Toutes ces émotions apportées par le football, ils les ont ressenties ensemble. La Coupe du Monde 2010 bat son plein et les affiches s'enchaînent lors de ces matchs à élimination directe, dont la revanche des huitièmes de finale disputée 4 ans plus tôt.
Le Mexique, cela doit forcément rappeler de bons souvenirs à Diego Maradona. Les Mexicains, eux, n'ont toujours pas digéré leur défaite de 2006 avec ce qui est peut-être leur meilleure équipe jamais alignée en Coupe du Monde. Les tricolores auront à cœur de prendre leur revanche. Ballon pour Messi, qui glisse dans la surface à Tevez. Messi frappe et Tevez dévie. Quel cadeau pour Higuaín qui ne va pas se faire briller. Le Mexique est en train de s'effondrer. Tevez a un peu d'espace. Il frappe. C'est super, superbe frappe de Carlos Tevez. Le Mexique vient d'exploser et l'Argentine est pratiquement qualifiée. Beaucoup voient les Néerlandais favoris face à la Slovaquie. Mais le petit Pousset croit en ses chances pour sa première Coupe du Monde et rêve déjà d'un quart de finale. Ballon pour Van Persie qui trouve Arjen Robben. Attention, ouverture du score. Il signe son retour avec un but. Bravo à Arjen Robben. Ballon dans le trou pour Kuyt. Doc Kuyt a effacé Mucha. Centre de Kuyt pour Schneider. Et c'est au fond deuxième but pour Schneider. Il est passé. Iniesta toujours, qui décale Pedro. Poto, ça revient sur Villa. Et elle est enfin au fond. C'est complètement fou. Les Espagnols se qualifient. Et c'est leur joueur le plus en forme qui a fait la différence. Si tous les quarts de finale ont été captivants, le match disputé à Cape Town est une vraie opposition de style. Des jeunes Allemands pétris de talent qui ont fait preuve d'une maturité étonnante et d'un sens tactique inédit, face à une armada offensive argentine, coachée par une des légendes du football. C'est incroyable, parce qu'avant la Coupe du Monde, Maradona avait dit « J'ai beaucoup de bons joueurs en attaque, mais pas forcément en défense. Je vais laisser les bons joueurs offensifs monopoliser le ballon, au point qu'on ne sera jamais attaqué. » Ça n'avait aucun sens. Ça allait contre toute logique. J'irais presque jusqu'à dire que c'était suicidaire. Mais Diego est comme ça, et tout le monde aurait voulu que ça marche. Je crois que Diego Maradona a dit « L'Argentine va gagner parce que c'est la volonté de Dieu. » Il a dû faire quelque chose de mal avant le match parce que Dieu a changé d'avis. C'est parti. Aujourd'hui à Cape Town, un des favoris va tomber. De l'Argentine double championne du monde et de l'Allemagne couronnée 3 fois. Une seule de ces deux équipes sera dans le dernier carré en 2010. Ballon pour l'attaquant de Cologne. Podolski est au sol et ce sera un coup franc bien placé pour l'Allemagne en ce début de match. Coup franc tiré par Schweinsteiger. Il est bien tiré, c'est parfait. L'Allemagne ne pouvait pas mieux débuter cette rencontre. 4e but dans cette Coupe du Monde pour Thomas Müller, qui est en train de se faire un nom ici en Afrique du Sud. Quel début de match pour l'Allemagne. On joue depuis 3 minutes. L'équipe de Maradona est menée après ce coup franc tiré au millimètre. Müller et l'Allemagne débutent en fanfare. Tevez pour Messi. Ballon dans le trou pour Tevez. Et bonne sortie de Neuer. Première véritable occasion pour les Argentins. Ballon pour Higuaín qui frappe. Neuer capte. Première occasion pour Higuaín qui a déjà inscrit 4 buts dans le tournoi. Ça va mieux pour l'Argentine, beaucoup mieux. Neuer commence à avoir beaucoup de travail. Centre de Di Maria, Higuaín est dans la boîte. Metzstecker dégage. Müller, main de Thomas Müller. Carton jaune pour Müller.
Il sera absent de la demi-finale. Ce coup franc est extrêmement bien placé. Messi dans le mur. Heinze dans le trou pour Tevez. Le drapeau s'est levé. Un hors-jeu qui empêche les Argentins de revenir à la marque. Mi-temps à Cape Town. But inscrit à la 3e minute par Thomas Müller. Argentine 0, Allemagne 1, ici à Cape Town. Contre l'Argentine, l'Allemagne a donné une magnifique leçon de contre-attaque. Bien sûr, ça aide de mener dès le début, dès la 3e minute. Ça les a placés en position idéale. L'Argentine devait alors faire le jeu et l'Allemagne a placé des contres magnifiques. Sami Khedira. Le ballon est dans les pieds de Podolski. Klose est dans l'axe. Podolski pour Klose. Encore un but en Coupe du Monde pour Miroslav Klose. L'Allemagne se rapproche des demi-finales en Afrique du Sud. Maradona et l'Argentine se retrouvent face à une montagne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 20 ou 30 ans, l'Allemagne, qui jouait déjà avec la même tactique, se serait contentée de ses 2 buts d'avance. Mais ces joueurs-là sont jeunes, ils ont faim, ils sont en forme. Et à ce moment-là, ils se sentent invincibles. Alors, ils ont continué. Superbe débordement de Schweinsteiger. C'est parfait, c'est un 3e but pour l'Allemagne. C'est un 4 contre 3 pour l'Allemagne. Podolski, Mesut Özil qui centre. Klose à nouveau. Et pour la 3e fois dans cette Coupe du Monde, l'Allemagne inscrit 4 buts et se dirige tranquillement vers les demi-finales. Higuaín, Lionel Messi, Neuer intervient pour l'Allemagne. Pour la 3e fois lors de cette Coupe du Monde, les Allemands passent 4 buts à leur adversaire. Maradona n'a plus qu'à prendre l'avion pour rentrer en Argentine. Beaucoup en avaient fait un favori pour ce match et pour la Coupe du Monde. Mais lors de ce quart de finale, l'Argentine a été largement dépassée par la Mannschaft. L'Allemagne est en demi. 32 nations au départ, et elles ne sont plus que 4. 3 grandes nations de football du vieux continent et une sélection sud-américaine au passé glorieux en Coupe du Monde. Sauf que ce n'est pas celle que l'on attendait. Personne ne s'attendait à cette demi-finale. On se disait que le Brésil était trop fort pour se faire battre par les Pays-Bas. Et on ne voyait pas l'Uruguay se hisser jusqu'en demi. L'Uruguay a vécu quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment la sensation de cette Coupe du Monde. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est que c'est une nation minuscule, 3,5 millions d'habitants. Ils ont marqué l'histoire du foot. Ils ont remporté la Coupe du Monde en 1930, puis en 1950. Ils nous ont plus ou moins appris à jouer. L'Uruguay donne le coup d'envoi de sa première demi-finale de Coupe du Monde en 40 ans. La dernière fois que la Céleste a atteint ce stade de la compétition, c'était en 1970. Le plus souvent, les demi-finales de Coupe du Monde sont serrées. Les joueurs sont très nerveux. Tout le monde a peur de perdre. Alvaro Pereira qui cherche la tête de Forlan. L'Uruguay, qui défendait beaucoup jusqu'à présent, a commencé à attaquer. Et quand on connaît les stars hollandaises, on sait que c'est risqué. Dirk Kuyt, Van Bommel, Gargano est au sol. Le jeu pour Schneider. Van Bronckhorst, superbe frappe, but exceptionnel. Le capitaine fait décoller la fusée orange. Giovanni Van Bronckhorst expédie un véritable missile. Tout a souri aux Néerlandais pendant ce match. Pendant cette Coupe du Monde, les Oranges se sont contentés de défendre. Ils avaient 2 joueurs qui ont joué très dur. Et l'un de ces 2 joueurs était pour moi à la limite de la régularité. Mais l'Uruguay ne s'est pas laissé faire. Forlan,
Il a Cavani devant lui. Diego Forlán tente sa chance. Le capitaine uruguayen permet à la Céleste d'égaliser dans cette demi-finale. Mi-temps sifflé par Ravshan Irmatov. C'est Diego Forlán qui a redonné espoir aux Sud-Américains à Cape Town. Excellente première mi-temps dans une demi-finale qui s'annonce très indécise. Forlán a de nouveau fait un match exceptionnel. Il a bien sûr été élu meilleur joueur du tournoi. Les Uruguayens comptaient sur lui pour remporter cette demi-finale. Mais pour moi, les Néerlandais étaient clairement meilleurs. Et ce soir-là, les meilleurs vont finir par l'emporter. Le cocktail néerlandais de talent et de rudesse va les emmener jusqu'en finale. Robben à nouveau, qui efface Cáceres et Cavani. Il trouve Van der Vaart pour Van Persie. Van Persie pour Wesley Sneijder, qui tire, elle est au fond. 5e but de Sneijder dans cette Coupe du Monde qui place les Oranges sur le chemin d'une première finale depuis 1978. Kuyt qui centre pour la tête d'Arjen Robben. Ils sont tout près du Soccer City et de la finale de la Coupe du Monde. On dirait bien que la messe est dite. Maxi Pereira tente sa chance et c'est le but. On est dans les arrêts de jeu et l'espoir renaît. But pour l'Uruguay de Maxi Pereira, 3-2. Sommes-nous sur le point de voir le plus grand renversement de situation de l'histoire de la Coupe du Monde? Le premier but de Maxi Pereira en 43 sélections donne une lueur d'espoir à l'Uruguay. Ballon dégagé par Muslera. L'arbitre a le sifflet à la bouche. Ballon dévié. Hernandez tente de trouver Victorino. Cáceres parvient à centrer. Ballon pour Edinson Cavani. Et c'est le coup de sifflet final. Les Pays-Bas y sont. Première finale de Coupe du Monde depuis 1978. Les esprits s'échauffent sur la pelouse au coup de sifflet final. Mais les Oranges peuvent commencer à fêter cette victoire. Ils retrouveront l'Allemagne ou l'Espagne en finale de cette Coupe du Monde 2010. Le lendemain, à des milliers de kilomètres plus loin, à Durban, deux autres géants du foot se retrouvent. Et aucun des deux ne compte s'arrêter en si bon chemin. L'Allemagne aborde ce match en restant sur deux résultats extraordinaires. Et on se dit que la Coupe du Monde est à portée de sa main. Ces deux équipes reviennent là où tout a commencé. Elles ont toutes les deux débuté leur tournoi à Durban. Ça avait mal commencé pour l'Espagne avec une défaite contre la Suisse. L'Allemagne espère que ça se passera aussi bien que lors de leur début retentissant face à l'Australie. L'Espagne a fait un match exceptionnel. Ils ont monopolisé le ballon et ils ont fait passer l'équipe la plus impressionnante de la Coupe du Monde pour une équipe ordinaire. Pedro qui donne dans le trou à Villa. Excellente sortie de Manuel Neuer. Centre d'Iniesta. Carlos Puyol n'a jamais été aussi proche de marquer en Coupe du Monde. Ce jeu en passe, pratiqué par l'Espagne, je trouve ça hallucinant. Parce qu'à chaque passe, il y a deux choses qui peuvent clocher. La passe peut être mal dosée et elle peut être mal contrôlée. C'est pour ça que c'est aussi difficile et que personne n'arrive à jouer comme eux. Pedro qui tente sa chance. Manuel Neuer se couche bien sur ce ballon. On a vu peu d'occasions franches dans cette première période, si ce n'est cette tête de Carlos Puyol sur un centre d'Iniesta.
Les Allemands ont surtout procédé par contre et ils n'ont été que rarement menaçants. Mi-temps, Allemagne 0, Espagne 0. L'Allemagne a parfaitement défendu. Mais en fin de première période, même si le score était toujours vierge, on sentait que l'Espagne pouvait encore hausser son niveau de jeu, contrairement à l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas joué à son meilleur niveau. Mais c'est surtout parce que l'Espagne a été formidable. La deuxième mi-temps de cette deuxième demi-finale démarre. L'Espagne se jette dans la bataille avec Pedro. C'est vraiment une des plus belles démonstrations collectives que j'ai jamais vues dans une Coupe du Monde. Du début à la fin du match, c'était une véritable leçon. Un jeu en passe d'une fluidité unique. Puyol pour la tête. Et cette fois, elle est au fond. Et l'Espagne se rapproche de son jour de gloire. C'est fini. L'Espagne y est enfin. Un nouveau pays va être gravé sur le trophée de la Coupe du Monde. L'Espagne va enfin disputer une finale de Coupe du Monde. Vicente Del Bosque peut maintenant rêver au titre ultime pour l'Espagne. Après 63 matchs, 144 buts et d'innombrables moments de joie et de détresse, c'est enfin l'heure de la finale de la Coupe du Monde. Elle met aux prises deux grands noms du football qui n'ont pourtant jamais remporté ce trophée. C'est parti pour la finale de la Coupe du Monde 2010. Laquelle de ces deux grandes nations de football va enfin monter sur le toit du monde? C'est la troisième finale disputée par les Pays-Bas. Pour l'Espagne, c'est une première. Comme les Espagnols se sont qualifiés sans changer de système, sans modifier leur style de jeu, ils ont fini par se dire « on a fait le bon choix ». Ils abordent donc cette finale contre les Pays-Bas en se disant « si on joue comme on sait le faire, on va forcément l'emporter ». On ne peut pas en vouloir aux Pays-Bas pour avoir pratiqué un jeu dur. N'importe quelle personne qui a déjà fait du sport vous le dira. Tu as le droit de faire ce que tu veux tant que ce n'est pas sanctionné par l'arbitre. Si quelqu'un commet une faute qui est passible d'un carton rouge, il quittera le terrain. Et c'est vrai qu'au fil du match, la tension est devenue de plus en plus palpable. Dans quelques années, les livres d'histoire se souviendront que 14 cartons jaunes ont été distribués lors de ce match, un record. Mais un autre chiffre est à retenir. L'Espagne a conservé le ballon pendant 60% du temps, un autre record en finale de la Coupe du Monde. Mais les Néerlandais ne se sont pas contentés de repousser les assauts ibériques. Ils se sont créés de vraies occasions. Excellent ballon pour Robben qui n'est pas hors jeu. Énorme occasion. Iker Casillas s'interpose de manière héroïque face à Arjen Robben et le prive d'un moment de gloire. Et c'est après 90 minutes de jeu et presque demi-temps de prolongation que le jeu léché de l'Espagne va enfin porter ses fruits. Navas avec Iniesta, talonnade. Navas, Iniesta est tout seul dans la surface. Ils vont essayer de le trouver. Fabregas pour Iniesta. Attention et but! But pour l'Espagne! Andrés Iniesta vient sûrement de couronner son équipe championne du monde. Enfin! Long last.
Un mois plus tôt, l'Espagne était arrivée à la Coupe du Monde en tête du classement FIFA. Ils étaient plus attendus que jamais pour remporter un trophée qui avait échappé à des générations d'Espagnols. Mais ce soir-là, à Soccer City, cette quête s'est terminée en triomphe. La Roja est devenue championne du monde. L'Espagne méritait de devenir championne du monde pour la qualité de jeu qu'elle a développée pendant tout le tournoi et pendant la finale. C'est incontestable. En remportant l'Euro et la Coupe du Monde, l'Espagne s'impose comme la meilleure équipe du monde. Ces 31 jours d'été se sont terminés par un feu d'artifice. Un nouveau champion a été couronné, de nouvelles stars sont nées. Et grâce à la beauté d'un jeu, le monde a porté son regard vers le sud d'un continent plein de promesses. Tout un peuple a été profondément ému par cette expérience. Ça a changé notre peuple et ça a changé notre pays. Ça a changé son visage. Ça l'a rendu plus beau. Le peuple s'est senti reconnu, il s'est senti fier. C'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Tout ça grâce à un jeu. Un jeu vénéré par des milliers de personnes dans des enceintes majestueuses. Un jeu pratiqué dans des nuages de poussière à la tombée de la nuit. Un jeu qui déchaîne les passions depuis des générations. Un jeu qui, dans les années à venir, donnera sa chance à tant d'autres jeunes joueurs. C'est un jeu si simple, un jeu si beau. C'était la Coupe du Monde de la FIFA 2010.